est là pour préparer les avocats, nous sommes une école professionnelle pour préparer les futurs avocats à être de bons avocats qui respectent l'éthique de la profession et la déontologie. Dans la culture ordinaire de tous les jours, l'avocat c'est le menteur, le mercenaire. Je trouve que c'est intéressant de montrer l'envers du décor, le travail qu'il peut y avoir en réalité derrière tout cela, au-delà des préjugés, au-delà des... qu'est-ce que ça recouvre la défense de quelqu'un qui est accusé d'avoir commis un crime. Se mettre en situation réelle, avec des dossiers réels, pour acquérir la meilleure expérience qui soit, pour être plus fort dans la pratique réelle. Bonjour. Alors nous allons aujourd'hui parler d'une affaire qui a défrayé la chronique judiciaire. C'est l'affaire dite Flactif. Flactif, c'est le nom de la victime, de la famille de la victime. C'est une affaire qui s'est passée pas très loin d'ici, vers Annecy, qui a été jugée par la cour d'assises d'Annecy. Et c'est un des drames les plus terribles de l'histoire criminelle, dans la mesure où une famille entière a été décimés, enfants compris, des jeunes enfants ont été tués, le couple a été tué. Alors c'est une affaire un peu particulière, puisqu'au départ, elle ne commence pas comme une affaire criminelle, mais comme une disparition, comme une recherche. Un des enfants de cette famille recomposée arrive au chalet au Grand Bornand, au chalet familial, et ne retrouve pas la famille qui devait l'attendre. Arrivé au chalet, je trouve le chalet des Flactifs qui est cerné par les gendarmes. Et là, je m'aperçois que des hommes en combinaison blanche de l'IRCGN, donc l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, sont sur place pour effectivement essayer de fouiller les moindres recoins du chalet à la recherche de traces suspectes. Et là, je comprends qu'effectivement, il se passe quelque chose, qu'on est dans une affaire qui sort vraiment de l'ordinaire. L'activité principale est la morpho-analyse de traces de sang. Et on a remarqué, mais depuis des décennies, que comme activité connexe à cette morpho-analyse des traces de sang visibles, il y avait la détection de traces de sang latentes, ça veut dire non visibles à l'œil nu. Pourquoi les deux étaient liés? C'est qu'en fin de compte, les morpho-analystes, essentiellement nord-américains, procédaient à l'étude des traces de sang visibles, et parfois il leur manquait une partie des traces. Et à ce moment-là, ils mettaient en œuvre des produits de détection pour juste vérifier si à l'origine il y avait eu des traces et qu'elles avaient été nettoyées, ou alors il n'y avait jamais eu de traces à cet endroit. Lorsque je sors du chalet, donc à la fin de cette semaine, moi j'établis qu'il y a 5 zones d'événements sanglants et un lieu de stockage de corps. On a un nettoyage qui est vraiment sommaire. Je veux dire, les interstices entre les lames de parquet ne sont pas nettoyés, on voit le sang à l'œil nu. Donc, un de mes premiers propos au magistrat, qui était la seule personne à qui j'avais le droit de parler, était de dire « ça m'étonnerait qu'ils se sont enfuis ». On trouve une douille de 6,35 mm. On trouve ce que les enquêteurs pensent être des petits bouts de porcelaine coincés dans les lattes du plancher. Ça s'avérera être des bris de dents, de lait, donc d'enfants très jeunes. Pour les enquêteurs et le procureur de la République, c'est une scène de crime. On s'attend au pire et on pense que la famille a été tuée. Encore une fois, sur la présentation médiatique, on maintiendra s'intéresser éventuellement toujours à cette possibilité de disparition. La justice lance un peu les journalistes sur cette piste d'un promoteur un peu véreux, qui a des affaires pas très claires et qui aurait pu, sous la pression effectivement de gens qui lui en voulaient, disparaître volontairement. On s'intéresse assez rapidement à David Otia, alors d'abord parce qu'il va avoir la curieuse idée de surveiller le 3e passage des gendarmes avec des jumelles. On va le placer sur écoute et les écoutes à plusieurs reprises vont mettre d'abord en cause évidemment David Otia, mais aussi sa compagne et surtout un autre couple d'amis. Dans le procès, il y a eu 4 équipes de défense parce que 4 accusés. D'abord David Otia, ensuite sa compagne Alexandra et le couple Aremza, Stéphane et Isabelle, qui seront défendus chacun par un avocat. Nous allons nous concentrer, nous, sur 3 équipes. Aremza, il est l'ami de quelqu'un qui a sur lui incontestablement de l'ascendant, incontestablement de l'autorité.
Aremza, il a peut-être besoin d'exister à l'ombre de quelqu'un qui a une personnalité beaucoup plus forte, beaucoup plus marquée. Et c'est peut-être sa façon à lui de montrer qu'il est lui aussi viril, etc. C'est de participer à des conversations dans lesquelles on fait le dessin d'un crime abominable comme ça. Sans y croire. Pour lui, c'est du virtuel, c'est de l'imaginaire, c'est de l'onirique. C'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Mais il va se laisser embarquer dans ces discussions. Et puis un beau jour, il apprend que ces faits qui ont été évoqués de manière tellement imaginaire qu'il ne pouvait même pas penser qu'elles pouvaient être un jour commises, eh bien, il apprend qu'elles ont été commises, ces choses. Et là, effectivement, sa défense est autonome en disant, moi, c'est pas mon histoire. C'est pas mon histoire parce que la réalisation, le passage à l'acte, c'est pas mon histoire. La cour d'assises, c'est le tribunal des crimes. On y juge donc les criminels, ceux à qui l'on reproche un crime, et de temps en temps, on y juge en même temps que les criminels ceux à qui l'on reproche d'avoir commis ce qu'on appelle des délits connexes, c'est-à-dire des fautes qui normalement ne relèvent pas de la cour d'assises, mais qu'on juge devant la cour d'assises parce que ce sont des fautes qui sont des délits, mais tellement liés au crime qu'on les juge devant la cour d'assises. Ce qui est unique dans la situation d'Alexandra Lefebvre, je dis bien unique, c'est qu'on la juge devant la cour d'assises pour 5 délits. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, 5 délits. David Otia a été entendu en garde à vue, a été assisté lors d'une première comparution par un avocat commis d'office, et avant de me rencontrer, a écrit au juge, non seulement pour lui dire qu'il changeait d'avocat, mais également pour lui dire que ce qu'il avait dit jusqu'à présent ne correspondait pas à la vérité. On va faire 3 groupes. Un groupe pour la défense de David Otia, un autre groupe pour la défense de sa compagne Alexandra Lefebvre, et un 3e groupe pour M. Aremza. Le premier enjeu de la défense, c'est d'abord de faire un bilan. De quoi on parle, de quoi on est accusé, de quoi on devra répondre. Après, on regardera l'histoire, les faits, la narration des faits, les expertises qui seront évoquées par ce document. Si on devait décomposer cette accusation, 1, la complicité dans la préparation et la consommation de l'assassinat de la famille Flactif. 2, c'est l'accusation d'avoir entravé la vérité. Et 3e, d'avoir participé à ce qu'on appelle une association de malfaiteurs. Est-ce que vous avez en tête, je dirais, la démonstration que doit fournir l'accusation pour caractériser une association de malfaiteurs? Il faut les faits matériels comme quoi? Exactement. Un ou plusieurs faits matériels. Alors, la complicité d'assassinat reprochée à Stéphane Aremza. Stéphane Aremza, dont rien ne laisse penser qu'il était avec David Otia le 11 avril et dans la nuit qui a suivi, n'a eu aucune participation personnelle et directe dans l'action criminelle. Ceci étant, le mis en examen a totalement adhéré au projet d'éliminer toute la famille Flactif, ce que l'expédition du 9 avril pour les étrangler tous au moyen de cordelettes démontre à l'évidence. Avec David Otia, dans les semaines précédant la commission des crimes, il a sciemment volé du carburant pour brûler les corps, l'incinération des cadavres constituant la phase ultime de l'action criminelle perpétrée. Ce vol de carburant, indispensable pour mener à bien l'action criminelle dans sa totalité, en a facilité la commission. Par ailleurs, Stéphane Aremza était présent avec Otia 2 jours après les crimes pour cambrioler le chalet des victimes, participait le 16 avril au déplacement du 4x4 à Genève, incendiait avec son indissociable comparse le véhicule express qui avait servi à transporter le reste des corps, se rendait avec lui sur le lieu des crémations. Ces faits, qui ne résultent pas d'un accord antérieur, ne constituent pas au sens de la loi des actes d'aide ou d'assistance ayant eu pour objet de faciliter la commission des crimes. Toutefois, ce comportement est révélateur de la totale adhésion de Stéphane Aremza au crime commis, de sa volonté d'en parfaire l'exécution, et renforce le fait que les vols de carburant perpétrés antérieurement constituent des actes positifs d'aide à la réalisation des crimes et caractérisent la complicité qui lui est reprochée. Quelle est la conclusion par rapport à ces faits du juge? Et de dire ces faits, qui ne résultent pas d'un accord antérieur, ne constituent pas au sens de la loi des actes d'aide ou d'assistance ayant eu pour objet de faciliter la commission des crimes. Donc, le juge d'instruction nous dit, là, il n'est pas complice. Et il a raison. Il les a pas tués, il n'était pas là pour les tuer. Et il n'a pas aidé à les tuer. Voilà, il n'était pas là, il savait, on va dire, il savait pas. Ouais. Voilà. Et là, on aura un renfort de poids, c'est le juge d'instruction lui-même. Voilà. Alors, on oublie quelque chose et qui va peut-être peser très lourd,
Ceci étant, dit le juge, le mis en examen a totalement adhéré au projet d'éliminer toute la famille Flactif, ce que l'expédition du 9 avril pour les étrangler tous au moyen de cordelettes démontre à l'évidence. Moi, je me dis que c'est plutôt positif pour nous, puisque c'est quand même s'il s'avère qu'effectivement ils se sont bien rendus avec des cordelettes, va falloir déjà rapporter la preuve de cette soirée-là. Et surtout, il recule. C'est pas tellement négatif, c'est notre client qui dit... Non, je peux pas faire ça. Il faudra être très démonstratif sur la reculade du 9 avril et expliquer que pour la défense, c'est peut-être la fin de la participation au projet criminel. Après, il va aider son ami à ne pas se faire prendre, mais c'est pas la même chose. Encore une fois, n'oublions pas que l'entrave à la manifestation de la vérité est un délit puni de 3 ans d'emprisonnement, alors que l'association de malfaiteurs, elle, c'est 10 ans. Oui, et la complicité vous permet de punir à la même hauteur que l'auteur principal. C'est ça, en fait. Vous avez en main ce qu'on appelle l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises rédigée par le juge d'instruction. C'est un résumé des éléments à charge et à décharge qui justifient néanmoins la mise en accusation d'Alexandra Lefebvre. J'ai juste une question, c'est que là, il n'apparaît pas Graziella Ortolano. Et ni Xavier Flactif. Mais pourquoi on s'intéresse qu'aux enfants et pas aux crimes commis sur les parents? Le fait pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Sont exceptées des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de 15 ans, les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints de l'auteur ou du complice du crime, le conjoint de l'auteur ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. Voilà, elle est dans le cas numéro 2. Elle vit en situation maritale avec David Otia, donc elle peut ne pas le dénoncer. C'est une exception prévue, sauf pour les mineurs. Donc, ça explique cette accusation qui, au départ, paraissait incomplète ou étrangement formulée. Si elle est mise en accusation pour association de malfaiteurs, du coup, ça voudrait dire qu'elle a participé... On ne peut pas lui reprocher de ne pas l'avoir dénoncé. Ouais, c'est ça, exactement. Puisqu'effectivement, nul n'est censé s'accuser soi-même. Ça, c'est pas une infraction. Donc, je pense que l'accusation doit faire un choix. Et vous l'avez très bien relevé. Si le choix de l'accusation, c'est de dire, madame, vous avez participé à l'association de malfaiteurs, vous avez commis des actes préparatoires, on ne peut pas lui reprocher ensuite de ne pas avoir dénoncé ou empêché. Au début de l'instruction, on lui reproche d'avoir commis 2 délits qui lui font encourir une peine maximale de 3 ans de prison. Les parties civiles interviennent auprès du juge d'instruction pour que les poursuites s'alourdissent. Et voilà que, quelques mois plus tard, on lui reproche 2 nouveaux délits. Et cette fois, le curseur monte à 5 ans. Et pour clôturer le tout, parce qu'il n'y a pas de complicité de Madame Lefebvre, il n'y en a pas, c'est écrit dans le dossier, comme il n'y a pas de complicité, mais qu'il paraît insensé que Madame Lefebvre ne risque que 5 ans de prison, 2 semaines avant la fin de l'instruction, dans des conditions scandaleuses. Le délit d'association de malfaiteurs lui est tout d'un coup reproché. Et ce délit fait passer le curseur à 10 ans d'emprisonnement. Qu'est-ce qu'il y avait possiblement à reprocher à Madame Alexandra Lefebvre? 2 choses. Et uniquement 2 choses. La première était la rédaction d'un contrat de bail lui permettant d'habiter dans le malheureux chalet de la famille Flactif. J'ai démontré, lors du procès, que ce contrat de bail avait été établi, c'était un faux manifeste, et elle devait être condamnée pour ça. Elle l'a été. Mais avait été établi postérieurement au crime. Je l'ai démontré. Deuxièmement, il était reproché, par l'accusation elle-même, un acte préparatoire commis quelques jours avant le crime, le 9 avril. Et le dossier démontre que Madame Aremza et que Madame Lefebvre se sont opposés, ainsi que Monsieur Aremza, à ce que des actes interviennent
Oui, est-ce que dans l'association de malfaiteurs, il n'y a pas un élément matériel, enfin ce qu'on appelle l'élément matériel? Rentrons dans le corps de l'accusation sur l'association de malfaiteurs. Il faut caractériser un acte préparatoire, un ou plusieurs. Ça serait quoi? On ne peut pas être puni pour un même fait plusieurs fois, avec plusieurs accusations différentes autour d'un même fait. Il faut choisir. Soit elle a commis un faux, soit elle a commis une association de malfaiteurs, mais à mon sens, à ce moment-là, avec des actes préparatoires qui seraient différents de la rédaction du faux. Ce qui resterait, c'est le fait d'avoir modifié la scène de crime et le faux. Oui, c'est ça. Le 15 décembre 2003, à la fin de l'instruction, voilà ce qu'écrit le juge d'instruction en charge du dossier. En définitive, aucun acte de complicité des faits criminels, virgule, acte antérieur, concomitant ou postérieur, avec entente préalable tendant à la commission des faits d'assassinat, n'est avéré en l'état du dossier ni à la charge de Madame Arenza, ni à la charge de Madame Lefebvre. Ce qu'écrit ce magistrat, de manière juridique, à la fin de l'instruction, c'est qu'il n'y a aucune entente préalable, ni aucune complicité, c'est-à-dire qu'il écrit qu'il n'y a pas d'association de malfaiteurs. La partie civile dispose de moyens qui permettent d'alourdir des charges, d'orienter des qualifications, si le juge ne va pas dans tel ou tel sens. Étant bien précisé que le commandant de bord du dossier d'instruction, c'est le juge d'instruction. Le délit qui s'est rajouté in extremis, notamment de l'association de malfaiteurs, n'a pas été un délit suggéré par les parties civiles. C'est un délit qui a été suggéré par le procureur de la République dans le cadre de ses fonctions et dans le cadre du droit, mais pas par les parties civiles. Les parties civiles étaient plus orientées sur des éléments de complicité. Certes, le mis en examen a raconté que le premier coup de feu tuant Xavier Flactif était accidentel et qu'ensuite il avait voulu faire disparaître tous les témoins. Il aurait alors, en moins d'une minute, abattu successivement les 2 enfants, attablés dans la cuisine, puis Graciela, qui se trouvait au niveau inférieur, enfin Laetitia, dans une chambre située à l'étage. Il a ensuite procédé au nettoyage du chalet, au transport des cadavres et à leur incinération au bois du Mont, dans les conditions rappelées plus haut. Ces aveux, confortés par les dépositions concordantes des autres mises en examen et par les résultats des expertises génétiques, qui identifient son ADN à 22 reprises dans le chalet de la famille et des victimes, établissent clairement qu'il est l'auteur des homicides qui lui sont reprochés. Il y a 5 zones où il y a encore des traces de sang visibles et que ces traces montrent que des faits sanglants, violents se sont déroulés, que des coups ont été donnés à des personnes. Et la zone de stockage, c'est un escalier où j'ai rarement eu une réaction aux produits chimiques qui sera aussi forte. Ce qui me fait dire que là, il y a énormément de sang. Alors c'est soit une personne qui a beaucoup saigné, mais on voit vraiment, il y a même le dessin des coulures et tout ça, qui fait penser à des corps ensanglantés, fortement ensanglantés à cet endroit et dont le sang s'écoule. C'est pour cela que dans l'escalier, je pensais qu'il y avait un stockage. Que faire du récit secondaire, qui intervient dans un second temps, de David Otia, qui dit que lui n'a pas tué, qu'il y avait des personnes qui étaient là, qui l'ont fait, et qui l'ont obligé ensuite à participer à la disparition des corps, etc. Je pense que je partirai du principe de notre axe de défense de base, c'est-à-dire le meurtre, sans préméditation, mais surtout pas plaider cette version, étant donné qu'elle n'est étayée par aucun fait, qu'il n'y a pas de preuves qui démontrent quoi que ce soit, qu'on n'a pas de nom, que pour moi, ce serait vraiment aller un peu dans le mur que de défendre une telle version. Et toi, comment tu vois ça ? Comme avocat, moi, je prête pas ma robe à mon client. Je suis distinct de lui, et donc, si sa version ne tient pas, je pense qu'il faut se référer au dossier, puisque c'est quand même sur le dossier qu'il est accusé. Et on peut par contre expliquer à la cour pourquoi sa version ne tient pas et pourquoi il garde cette version. J'aurais tendance à respecter le mandat du client, quitte après, devant le juge, à introduire une distance entre la version que je lui rapporte et ce que j'en pense réellement, sans forcément... Dans le genre de dire, tu dirais David Otia veut vous dire ça. Voilà, en précisant bien que c'est pas... Est-ce que tu ne crois pas que la cour d'assises va très vite sentir cette réserve ? N'es-tu pas en train de fragiliser Quitte à exploiter après le ressort psychologique, justement, en expliquant que c'est vraiment un mécanisme de protection et que lui, du coup, il en est fondamentalement convaincu. Moi, je serais assez proche de ce que tu viens de dire.
je ne me verrais pas plaider quelque chose auquel je n'ai pas d'adhésion, que je sentirais faux. Parce que ce qui va se passer, c'est impitoyable en cour d'assises. Alors c'est difficile à se le représenter aujourd'hui. C'est que la violence de la cour d'assises est telle que plaider quelque chose dans lequel on n'est pas complètement investi, c'est inaudible. Il y a une règle. Il y a une règle, c'est que ce n'est pas l'avocat qui choisit le système de défense de son client. Il le conseille dans la défense, mais il ne lui impose rien. Comment est-ce que nous réagissons devant ce qu'on pourrait appeler la nouvelle version de Davidotia? Nous, on confronte ce que nous dit notre client au dossier. Qu'est-ce que l'on voit dans le dossier? C'est un rapport d'enquête à l'issue de toutes les gardes à vue qui dit, voilà, on a une partie de la vérité, mais pas toute la vérité. Pourquoi? Parce que Davidotia, contrairement à ce qu'il a dit en garde à vue, ne peut pas avoir agi seul. Il a nécessairement bénéficié de complicité extérieure, ne serait-ce que pour transporter les corps, pour les brûler, pour nettoyer la maison, etc. Et donc, ce que nous dit Davidotia, finalement, colle, si je peux dire, avec ce que les gendarmes eux-mêmes concluent de leurs investigations et des gardes à vue auxquels ils ont procédé. Au moment de la reconstitution, c'est là que je suis devenu peut-être un peu plus à charge, parce qu'il est arrivé une nouvelle version avec l'apparition de 2 ou 3 personnages qui auraient commis les faits et que Otia aurait été victime également. Et la morpho a permis de dire que cette théorie-là n'était pas compatible avec les constatations techniques. La deuxième version, c'est pas lui, il était même dans le coma. Et là où il dit qu'il était dans le coma et saignant, tous les sols et tous les murs ont fait l'objet d'une détection, mais à cet endroit, il y a bien une détection qui est positive, on va bien trouver du sang, mais pas le sien. Éliminer 5 personnes, 2 adultes de forte corpulence, avec du bois et du gasoil, ça brûle pas très bien. Hein. L'expert ou les experts avaient, dans des conditions dénuées d'ambiguïté, indiqué que non seulement la préparation de ce bûcher nécessitait de la compétence, de la technicité et de la manutention qui pouvaient difficilement être prêtées à Davidotia et à Davidotia seul, mais qu'en tout état de cause, une fois que le bûcher était constitué, hisser des corps, ça ne pouvait pas être fait par un homme seul. Otia, on l'a laissé un peu de côté, bien sûr qu'on l'a égratigné, Otia, mais c'était techniquement sur les autres, parce que les autres, on avait des risques significatifs d'acquittement. Donc c'est vrai que les parties civiles, dedans, on avait aussi nos mandants dans le dos. On a eu un rôle, effectivement, on a été très pugnace. Il y a eu un combat qui était un combat judiciaire acharné, c'est incontestable. Le Quatuor est assez extraordinaire parce qu'ils sont à la fois unis par une amitié qui paraît au départ assez distendue mais qui se resserre avec peut-être l'éloignement. Ils ne sont pas quand même dans un trou, mais ils se définissent en exil par rapport au Nord, et ayant atterri pour une promotion sociale ou professionnelle dans sa voie. La déception va agir comme un facteur important qui va faire cristalliser sur la promesse non tenue de Xavier Flactif de leur donner enfin le logement qu'on leur avait prévu, alors que, disent-ils, ils les logent à la volée dans des endroits saisonniers, mais en leur demandant de déménager quand les vrais locataires arrivent, sans leur donner ce qu'ils devraient attendre avec un bail et une stabilité minimum. Donc ils finissent par penser que Xavier Flactif les roule, les mène en bateau. Et la rancœur monte. Là-dessus, dans cette espèce de huis clos à 4, arrive l'histoire d'un homme qui a pris la place d'un restaurateur dont il a prétendu vouloir acheter l'affaire et qu'il a en réalité tué. Et le fantasme, tiens, ça serait, on pourrait avoir un chalet, on leur prend. Ça naît comme ça. Personne n'est critique. On ne comprend pas comment il n'y en a pas un qui se met à dire hein, et au contraire, il dit ça serait bien et puis ça se fait. Incroyable.
retrouve là avec les caméras, les journalistes, la famille, des policiers de partout, etc., etc. Donc j'étais jeune, à l'époque, je sais pas, 20 ans, quoi. Comme tu as assisté au réquisitoire, est-ce que c'était un parquet plutôt ferme sur ses positions qui a vraiment repris ce qu'on a lu aujourd'hui? Ou est-ce qu'on a même senti dans le réquisitoire qu'il y avait certaines incohérences et quelques gênes? Moi, j'avais trouvé ça assez incisif quand même. Le procès était long, les gens commençaient aussi à être fatigués. Moi, je regardais beaucoup les jurys, leur manière de se comporter par rapport à tout ça. Et même eux, je les trouvais quand même à la fin fatigués. Pour moi, tout était dur en fait là-dedans. C'est une justice qui est, voilà, c'est du droit pénal. Les faits sont difficiles. La justice est dure aussi. Voilà, c'est dur hein, les assises. Je crois des deux côtés hein, après, peu importe, mais. J'avais trouvé ça assez violent. Nous, Alexandra, elle a été condamnée à 10 ans, il me semble, voire Remza 15 ans. 15 ans, ouais. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y en a aucun des deux qui ont réellement commis un élément matériel de l'assassinat. Et au final, il y a 5 ans de différence sur leur condamnation. Et, ils sont justifiés comment, les 5 ans Ils essayent de faire apparaître qu'il est complice, mais même le juge d'instruction dit ça relève pas de la complicité. Et en fait, le fait qu'il ait adhéré à la chose, il est complice. Donc en fait, c'est même contradictoire. Je vois pas trop la différence entre Aremza et Alexandra. Je pense qu'il y a le fait que lui quand même s'est occupé de brûler les corps, etc. Donc, mais après, il n'a pas commis le crime. Après, comme Alexandra Lefebvre, ils n'ont pas commis le crime, ils n'étaient pas là pendant. Est-ce que la complicité d'assassinat a été retenue pour lui? Ouais, il a tout pris. Hein. Il est mis en accusation pour ça. Il faudrait que... Mais il a pris 15 ans, donc... Alors qu'il n'était pas là, ouais. Souvent, je dois concéder qu'on est parfois mal à l'aise en qualité de partie civile parce que la valeur intrinsèque de l'avocat, la mission de l'avocat, c'est la défense. Et il faut faire un effort pour dire je suis partie civile. Mais bon, il faut penser aussi que les victimes, les parties civiles, doivent aussi non pas être défendues, mais d'être assistées. Ça fait partie du rôle de l'avocat. Il n'y a pas de raison qu'un auteur puisse être défendu et qu'une partie civile soit désarmée. On est là pour aider le juge d'instruction, le procureur quand c'est le moment, notamment au cours des procès, pour apporter une vision qui est une vision qui peut être différente, tout à fait significative, voire singulière, parfois atypique d'un dossier. Parce qu'il y a certains dossiers, quand on est partie civile, la partie civile n'est pas non plus présente pour crier vengeance, etc. Elle est là pour une recherche de la vérité. Il y a une cohérence dans le dossier pénal. On va désormais regarder les avocats qui sont intervenus, on va dire les 3 équipes. Donc on commence par la défense de M. Aremza. On se rend compte qu'on peut avoir quelqu'un qui, dans une relation avec son mauvais génie, peut effectivement perdre de sa personnalité et devenir un bon exécutant, un bon petit soldat. Et j'ai un peu le sentiment qu'on avait affaire à un profil comme cela. C'était un bon axe à suivre puisqu'il ressort de l'expertise que c'était quelqu'un facilement influençable. Donc ça tient totalement avec ce qui est dit par Maître Rimondi, que face à David Otia, même si chez lui il n'avait pas ce tempérament, il s'est un peu effacé et elle a totalement suivi dans son dessin criminel. Donc je pense qu'il a plus été influencé. On ne voit pas quel est son intérêt encore, on comprend... L'absence d'intérêt, si ce n'est de suivre voilà. David Otia. Oui, c'est vrai. Puis je pense que lui, il n'était pas capable de tuer. C'est justement ce qu'il a... Enfin, il n'a pas tué. Il a aidé après, une fois que les meurtres ont eu lieu, mais il n'est pas... Ça n'a pas été lui le criminel. Aremza, il est finalement poursuivi pour complicité d'assassinat. Donc d'abord, il faut faire du droit. Il faut d'ailleurs toujours faire du droit. Le bon avocat pénaliste, il commence toujours d'abord à, j'allais dire, ajuster sa lunette. C'est-à-dire à voir si les faits qui sont décrits correspondent à l'inculpation ou le chef de prévention qui est visé. Voir cette cohérence. Il faut qu'on soit bien d'accord sur, d'une part, ce qui est reproché à M. Aremza, et d'autre part, ce qui constitue des éléments pouvant prouver que M. Aremza a participé à telle ou telle étape de l'infraction. Dans un premier temps, on sait que tout ce qui a pu toucher à la conception, à la mise en œuvre, à l'évocation des faits, a effectivement pu être évoqué au cours de repas, au cours de rencontres, au cours de réunions. Ça, on le sait. On le sait, ils l'ont reconnu.
Les faits ont été commis. On le sait, Aremza ne connaît pas les intentions définitives d'Otia, il ne sait pas qu'un jour il va passer à l'acte, il l'apprend, il est stupéfait, et par la suite, aucun élément ne permet de dire, si ce n'est évidemment l'imagination, mais l'imagination n'a pas sa place dans une enceinte judiciaire, que Aremza a pu participer et au déplacement des corps, et au nettoyage, aux opérations de nettoyage à l'intérieur du chalet, et à la crémation des corps. Autrement dit, rien ne permet de le mettre en cause, et donc, si on sait légitimement poser la question du côté des enquêteurs, aucun élément n'a permis d'aller plus loin dans la mise en œuvre de son implication. Dans le dossier, il n'y a rien qui apparaît clairement, et c'est ce qu'on dit, il y a un problème de qualification, il n'y a rien qui apparaît clairement. On ne voit pas ce qu'il a fait véritablement qui serait susceptible de le rendre complice, si ce n'est de rien dire, de rien faire, et de le laisser faire en fait. Il l'a laissé faire. Mais en même temps, il n'était pas au courant de toutes les actions aussi. Puisque... C'est une des difficultés, soutenir une argumentation technique, juridique, devant une cour qui est composée de 3 juges professionnels, qui est tout à fait formée pour la recevoir, mais qui est entourée de 9 jurés à l'époque et de 6 aujourd'hui en première instance. Vous le feriez comment ? Vous plaideriez technique devant, ou vous diriez non, ça marchera jamais en cour d'assises, les jurés vont rien comprendre Faut qu'on essaye de toute façon, c'est fondamental. Je pense qu'on se doit de plaider technique, mais... Après, aussi, le plus simple, d'apporter après du factuel, mais là, c'était difficile. Il faut essayer d'être très pédagogue, en fait, d'amener ça de manière délicate et de... En fait, je vais pas dire qu'il faut presque faire un cours de droit, mais rappeler ce qu'est l'auteur principal, rappeler ce qui est un complice, pour essayer d'amener, en fait, les personnes à se poser peut-être elles-mêmes les questions. Je plaide devant un jury populaire. Un jury populaire, c'est très intelligent. Ça sent les choses, ça les comprend. Mais un jury populaire n'est pas composé de juges professionnels. Or, on va m'obliger à débattre pour cette femme de 5 délits excessivement complexes sur le plan juridique. La non-énonciation d'un crime, c'est très complexe. Le faux, c'est très complexe. Le non-empêchement de crime, c'est très complexe. L'association de malfaiteurs, c'est excessivement complexe. Et l'accusation aboutit à contraindre la défense d'Alexandra Lefebvre à se défendre devant un jury non professionnel de 5 délits qui juridiquement sont très complexes à appréhender. J'ajoute à cette circonstance qu'on est à l'époque à un moment où la cour d'assises n'a pas à motiver ses arrêts. Aujourd'hui, ce procès ne serait plus possible. Pourquoi ? Parce que l'avocat qui défend Alexandra Lefebvre pourrait contraindre la cour d'assises à lui montrer la motivation. Et aucune cour d'assises aujourd'hui, composée de jurés populaires, ne pourrait sérieusement motiver en droit une condamnation sur les 5 délits qui étaient reprochés à ma cliente et pour laquelle je n'ai pas obtenu une seule décision de non-culpabilité, c'est-à-dire qu'elle a été déclarée coupable des 5 délits. Mais je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, ça n'est pas motivé, ça n'est pas écrit, c'était des notions de droit excessivement complexes. Il y a un certain nombre de délits, ça n'est pas possible de les lui reprocher. Lui en reprocher certains revient nécessairement en exclure d'autres au terme d'une analyse objective du droit. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que comme on est à la cour d'assises et qu'il n'y a rien d'écrit, comme on est à la cour d'assises et qu'il n'y a pas de motivation écrite, en gros, comme on est à la cour d'assises et qu'on fait ce qu'on veut, l'intime conviction, eh ben on se retrouve avec une femme condamnée à 10 ans d'emprisonnement, sans qu'elle comprenne trop pourquoi, sur la base de 5 délits, ce qui est unique dans les annales. Ils ne retiennent pas la complicité, et puis d'un coup, ils rajoutent l'association de malfaiteurs à la fin. Sa complicité n'est pas prouvable. L'association de malfaiteurs est plus facile à mettre en œuvre. Ouais. C'était un article vraiment conçu pour
pour les affaires de grande criminalité lorsque les preuves manquaient. Enfin, c'est un peu dangereux parce que ça risque d'être un article un peu fourre-tout. C'est comme ça qu'il est utilisé, vraiment. Oui, tout à fait. Du coup, là, le procès, en termes de défense de Madame Lefebvre, il est resté vraiment sur le côté procédural ou il a plutôt joué sur la personnalité? Il dit qu'il a commencé par dire ce que n'était pas sa cliente, ensuite il a fait du droit, et à la fin il a dit voilà ce qu'était ma cliente, ce qu'est ma cliente. Il a construit sa plaidoirie comme ça, en précisant que ça a duré 2h20. Alors, il a été reconnu, je vais reprendre son expression, coupable de tout. Sa cliente a été condamnée pour toutes les charges. Et je pense qu'il est très, très impitoyable. Là où on sent que le procès a dû se laisser embarquer dans l'émotion du moment. Et c'est souvent le cas au premier procès. Déjà, en appel, le temps a passé. Et, il y a quand même une forme de pression qui retombe. Elle a eu ce qui est très rare, le maximum, absolument. Pas un jour ne manque par rapport au maximum prévu par la loi. Elle risquait 10 ans maximum, elle a eu 10 ans. L'expertise qui voudrait, à partir des traces de sang relevées, après nettoyage, conclure à tel type de coup, ça nous a paru très fantaisiste, si vous voulez. C'est une reconstitution. On avait l'impression, en lisant le rapport, que le type était là pendant la scène, mais malheureusement, il n'était pas là et ça devait beaucoup à son imagination. Lorsque j'ai des coups qui sont donnés près du sol et des coups qui sont donnés plus en hauteur, je ne vais pas dire d'abord la personne était debout puis ensuite au sol, j'en sais rien. J'ai des coups qui sont donnés là, des coups qui sont donnés là. Je suis très factuel, j'ai des éléments techniques qui me permettent de déterminer certains faits. Si je ne peux pas les déterminer, je n'ai aucun souci d'ego ou intellectuel de dire je ne sais pas. Je trouve même que c'est très bien de savoir ses limites. Et ça part des constatations qui m'amènent à telle détermination de fait, sans y rentrer une certaine logique de dire bah oui, mais alors si j'ai tel fait, ça a dû se passer comme ça. J'utilise facilement le terme à ce moment-là de spéculation. C'est de la pure spéculation et elle ne rentrera jamais dans un rapport. Lorsqu'on a abordé la deuxième version de David Otia, votre réaction spontanée était de dire que c'était fantaisiste. Ouais. Et c'était partagé, je crois, autour de cette table. On sait très bien que M. Iota a été dans cette maison. On a retrouvé sur tous les prélèvements sanguins son ADN. Donc ça me paraît essentiel. Parce que 5 personnes sont tuées. Voilà. On sait qu'il y était apparemment, donc ça paraît indiscutable. Les traces de sang, ça l'est plus effectivement parce qu'on sait que la maison a été lavée. Donc là où il y a eu des éclaboussures, ça a été frotté. Donc lavé, découpé, les moquettes tachées ont été enlevées. Enfin, donc c'est très compliqué. La scène de crime a été complètement saccagée. Donc c'est très très compliqué. Effectivement, du coup pour moi elle est très contestable cette expertise. Sans savoir que les dents sont retrouvées sur le parquet, il est très très clair, il n'y a pas la possibilité d'usage d'une arme à feu. Les gouttelettes de sang sont, il note, parfaitement incompatibles avec l'usage d'une arme à feu. Donc là, il exclut définitivement cette thèse-là, alors qu'on apprendra plus tard, lorsqu'on retrouvera les débris de corps, que les os portent encore les balles. Lorsqu'on regarde ces trois défenses telles qu'elles nous sont présentées, on a la défense de David Otia qui semble avoir voulu respecter à la lettre le choix de David Otia de ne pas impliquer les autres et de montrer que ce n'était pas un groupement qui avait agi, une association de malfaiteurs, mais un homme seul, et que c'était visiblement, ils le disent plusieurs fois, très important pour David Otia. Pour la défense de Madame Lefebvre, on a un avocat qui se bat pour le droit et la justice. Il estime que le procédé qu'on utilise contre sa cliente est déloyal et illégal, avec des accusations qui sont contradictoires entre elles, qui ne sont parfois pas justifiées. Sur la défense de Monsieur Aremza, on a l'impression que la morale, la culpabilité morale de Stéphane Aremza a impacté aussi sa combativité de défense, puisqu'on sent, je parle de l'accusé, puisque son avocat nous dit voilà, il se savait coupable d'avoir alimenté les discussions et du coup a accepté sa peine pour complicité. Alors qu'on sait que de complicité, il n'y en avait pas concrètement. Il n'a pas aidé. Les avocats de David Otia le reconnaissent d'ailleurs expressément en disant les actes de Stéphane Aremza ont été commis
postérieurement au fait, et avant, il n'a participé à rien. L'information centrale que donne l'expert qui répond à sa mission, c'est de dire d'abord s'il existe un trouble psychique ou neuropsychique qui est susceptible d'avoir privé l'un ou plusieurs des co-accusés de sa responsabilité pénale. Très vite, dans cette situation, on se rend compte que ça n'est pas le cas. On va travailler à l'intérieur du cadre de la normalité, grosso modo, en déterminant des traits de personnalité et non pas des troubles de personnalité. La personnalité dominante des quatre est évidemment David Otia, mais il forme avec Alexandra un couple qui n'est pas aussi inégal qu'elle a bien voulu le dire. Et à mon avis, elle-même a parfaitement possibilité de se faire entendre et d'orienter ses choix. Je pense qu'au contraire, Stéphane Aremza est plus dans le sillage de l'autre, et que le couple Aremza, d'une façon générale, va suivre le couple Otia. Donc le procès s'est déroulé dans une grande salle de Sevrier, puisque le palais d'Annecy, effectivement, était en travaux suite à un attentat commis quelques années avant et qui avait détruit les locaux. C'est vrai qu'on était au bord du lac d'Annecy, le décor était entre guillemets un peu champêtre par rapport à cette affaire qui était quand même d'une ampleur dramatique exceptionnelle. Il y avait un contraste assez saisissant. Et c'est vrai que le procès a été très fort en émotion et les parties civiles, les familles des victimes qui étaient là pour réclamer justice ont mis la pression dès le début du procès, se sont affichés avec des t-shirts où on voyait toute la famille Flactif, les enfants assassinés. Ils étaient venus réclamer justice et de lourdes peines contre les gens impliqués dans ce dossier. Donc c'est vrai qu'on a ressenti cette attente des familles. Ensuite, moi, ce qui m'a marqué, c'est effectivement notamment le moment où Stéphane Aremza se tourne vers David Otia et le supplie de dire la vérité en disant « mais dis ce qui s'est passé, raconte, dis-le pour tout le monde ». Il n'y a pas toujours des accords entre les parties civiles. C'est-à-dire que vous avez des gens, comme toujours au niveau familial, qui vont crier très très haut et fort. Et puis d'autres qui vont être modérés, même dans la souffrance. Il y a des désaccords qui se créent, il y a des tensions qui se créent entre les parties civiles, elles ne se tournent pas le dos. Bon, et puis après, vous avez des avocats aussi de parties civiles, il faut le savoir. Vous avez des gens qui sont en souffrance, et il faut avoir la capacité, pour eux, mais aussi quand vous êtes de l'autre côté, il faut avoir la capacité de leur résister. J'ai coutume de dire, quand on va chez le médecin, on ne fait pas l'ordonnance. Autrement, il faut changer de médecin, c'est qu'il n'est pas bon. Quand on va chez l'avocat, il ne s'agit pas aux gens de dire « c'est comme ça, je plaiderai ça, je veux que ce soit ci, que ce soit ça ». On prend des éléments qu'on nous dit s'il y a de la pertinence, si c'est crédible. Autrement, il ne faut pas avoir peur de s'affronter avec des gens en disant « ça, je ne le ferai pas, ça, je ne le plaiderai pas, je vous le dis ». Soit vous adhérez à ce que je vous dis, soit vous changez. On peut tout plaider quand on est avocat, des deux côtés. Il y a une chose qu'on ne doit jamais perdre de vue. Moi, j'ai enseigné 12 ans la procédure pénale et le droit pénal. Jamais, je dis, il y a une chose qu'il faut retenir, c'est la crédibilité de la construction de plaidoirie. Vous n'êtes pas crédible, vous n'êtes pas écouté, vous n'êtes pas entendu. Bonjour à tous. Bonjour. Bien. Bonjour. Ravi. Bon. Je vous en prie, ici, à vous. On continue ? Alors, on parlait de vous, justement. Le bilan de ce procès, c'est une condamnation qui est prononcée le 30 juin 2006, perpétuité pour David Otia, 15 ans de réclusion criminelle pour Stéphane Aremza, 10 ans de réclusion criminelle pour Alexandra Lefebvre et 7 ans pour Isabelle Aremza. Je crois que le portrait qui a été fait d'Aremza, quelque part, le satisfaisait. Il a reconnu ce qu'il avait à reconnaître, au départ de façon un peu amère et défensive, mais en fait avec l'idée que quelque chose était arrivé à cause de lui, même s'il n'avait pas directement trempé dans le geste initial. Quelle que soit la peine qu'il a eue, il a pu se reconnaître dans le discours qui a été tenu sur lui.
Et ce qui a fait qu'il a pu accepter une décision juste, entre guillemets. Ça peut me choquer parce que c'est vrai que parfois on parle beaucoup de l'exemple des crimes passionnels, ils prennent 7-8 ans et là il a tué personne, il a juste parlé. Il y a des gens qui tuent, qui ne prennent pas plus. Voilà. Je voudrais juste revenir en fait sur Alexandra et la personnalité d'Alexandra. Par rapport à Alexandra, je crois que c'était aussi elle-même qui a donné à la Cour les éléments de la condamnation. Pense à l'interview Par son attitude, oui, non seulement l'interview, mais la persistance au procès de la même argumentation. Est-ce que, justement, ce passage à l'acte le déconnecterait de la réalité? Et si oui, est-ce que cela justifierait le fait que David Otia a justement renié les faits après tout au long Quelque part, celui qui se ment à lui-même de cette façon, c'est bien qu'il triche. Et donc inconsciemment, il y a la recherche. Inconsciemment, prendre le maximum, c'est pas un drame. En tout cas, c'est moins grave que de passer pour celui qui a été faible, qui a fait ce qu'il ne voulait pas. Sur quel aspect des choses il était important d'attaquer l'expert aux yeux des défenseurs? À partir du moment où on veut simplement disqualifier l'expertise parce qu'elle ne dit pas exactement ce qu'on en attend, eh bien, on se prive même de pouvoir utiliser ces éléments positifs. Et là encore, j'attire votre attention sur les conneries à ne pas faire à la déposition. Est-ce que je peux vous demander combien de temps vous avez vu mon client? Eh bien, je l'ai vu le temps nécessaire à répondre aux questions de ma mission. Oui, mais encore, c'est quand même incroyable que vous ne pouvez pas nous dire combien de temps vous l'avez vu. Je dis, puisque c'est ça, je vais vous faire la réponse d'un de mes vieux maîtres qui s'est trouvé exactement dans cette situation aux assises de Chalon-sur-Saône il y a quelques années, où il se trouvait qu'un tirailleur sénégalais avait tué son chef de corps et l'expert explique que ses capacités cognitives n'étaient pas très grandes et qu'en gros, il fallait le considérer comme un crime de débile. Ça ne faisait pas les affaires de l'avocat général, qui commence à dire à l'autre « Mais enfin, monsieur l'expert, tout de même, cet homme est sergent dans l'armée française. » Eh oui. Bon, enfin, tout de même, il était bien noté par son chef de corps. Eh oui. Mais vous prétendez mieux connaître cet homme en 3 minutes d'examen plutôt qu'en 3 ans comme son chef de corps. Et l'expert répond, monsieur l'avocat général, le jour où vous ferez votre accident vasculaire cérébral, ce qui ne saurait tarder vu l'état dans lequel vous vous mettez, je vous souhaite d'être examiné en 3 minutes par un médecin plutôt qu'en 3 ans par votre chef de corps. Terminé. Bon, l'avocat haché menu, tant pis pour lui. Ça n'est pas une façon de défendre son client que de disqualifier l'expert sur son dos. Que la condamnation initiale soit lourde, c'est normal, mais à condition qu'on puisse l'aménager. C'est pour ça que les 30 ans de sûreté sont une mauvaise mesure. L'idée d'une perpétuité réelle est éliminatoire. Et le rapport bénéfice-risque en est mauvais pour la défense sociale. Il faut marteler ça. La défense sociale n'a rien à gagner à une élimination. D'abord parce qu'on ne peut pas vraiment éliminer le crime ni le criminel. Et ensuite parce que toutes les peines d'élimination aboutissent à la désespérance, et la désespérance est effroyablement contagieuse, aussi bien sur le plan médiatique que sur le plan de la gestion de la prison, parce qu'il y a d'autres détenus dans la prison, que sur le plan de la famille. Et il ne faut pas oublier que dans les familles, il y a des enfants qui vont à leur tour écrire leur livre de vie. Et qu'il s'agit de les maintenir, eux, dans l'humanité, et non pas de les mettre dans le camp de leurs parents. Il est bien évident qu'à partir du moment où Aremza avait fait l'ensemble des déclarations qu'il a faites en termes de procédure d'enquête, je dirais que sa position a été figée sur un plan descriptif, sur un plan narratif. Voilà, il avait dit ce qu'il avait à dire. Mais c'est un garçon dont l'attitude a évolué sur le plan émotionnel. L'audience, évidemment, a cette vertu, c'est qu'il y a la déposition des victimes, il y a l'évocation des faits, il y a toute cette souffrance qui est manifestée par les uns et par les autres, il y a cette charge émotionnelle qui respire par les témoins qui défilent, les victimes qui viennent s'expliquer. Et ça, petit à petit, Aremza s'en est imprégné. Je crois qu'effectivement, ça m'a conforté, en tout cas moi, dans l'idée que j'avais de dire il y a eu ce qu'il avait imaginé. Maintenant, il est en train de prendre conscience qu'il y a eu effectivement des faits qui ont été commis et qu'il n'en avait pas véritablement conscience. L'émission de TF1, c'est tout le drame de la cour d'assises. Ça n'est pas un argument de droit. Ça n'a aucune conséquence juridique. C'est postérieur au crime.
mais ça va avoir un poids considérable, alors que juridiquement, ça devrait n'en avoir aucun. L'émission 7 à 8 à laquelle elle a participé, elle était vindicative, elle était agressive. Et elle savait que la famille avait été décimée, qu'elle avait été exécutée. Donc ça a joué, c'est vrai que ça a joué un impact effroyable, ça a été dévastateur pour elle. Cette séquence-là a été visionnée en cour d'assises. Et après, c'est toujours pareil. Après, on part de la finalité, où on sait que c'est Othia qui a tué. On sait qu'ils ont participé moralement, qu'ils ont adhéré à cette exécution, même si ce n'est pas eux qui l'ont fait. Et après, on voit comme elle parle de gens, elle sait qu'ils sont morts, que ces 3 enfants ont été exécutés, et quand vous mettez ça bout à bout, vous superposez, vous avez un bloc de béton qui vous tombe dessus. C'est fini. Et ça, pour remonter ça, c'est terrible, comme l'avocat de la défense. Alors que c'est pas du droit. L'image, c'est une chose, mais puisqu'il s'agit de justice, on juge le droit. Sinon, à quoi sert le juge? On ne juge pas l'image. Le droit, c'était qu'Alexandra Lefebvre était coupable d'avoir établi un faux et coupable d'avoir éventuellement participé à une destruction de preuves. Le reste, elle était innocente. Innocente, je le dis, j'ai pas peur. Le droit, c'est qu'elle pouvait être condamnée maximum à 5 années de prison. Le reste, c'est l'image, justement. Et l'image, quand elle rentre dans le prétoire, la justice en sort. On représente quelque chose d'important dans la société. Porter la robe, c'est pas anodin. C'est représenter un certain nombre de valeurs. C'est en quelque sorte être un peu en opposition par rapport au pouvoir. Nous sommes la dernière voix des sans-voix. Si les avocats restent les porte-parole des sans-voix, nous sommes en conformité avec notre serment.